Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de vous être inscrits en grand nombre pour cette nouvelle conférence du Conseil canadien sur la commandite. Donc, le thème qui va être abordé aujourd'hui, donc ça va être vraiment l'impact social de la commandite au Québec. Donc, on va attendre encore quelques minutes le temps que les gens puissent se connecter. Je vais juste vous rappeler un petit peu brièvement tout le déroulement aujourd'hui de notre conférence. Donc, nous allons commencer dans un premier temps avec une présentation de Christian Belair, qui est président et associé principal de Credo Impact. Donc, c'est une firme conseil en impact social et en innovation positive. Donc, Christian va nous faire une courte présentation en amont du panel sur l'impact social de la commandite. Suivra notre panel qui sera présenté par Mélanie Tivierge, PDG du Y des femmes de Montréal et ancienne journaliste donc, de différents grands médias québécois pendant près de 18 ans. Donc, elle nous présentera nos trois panélistes. Donc, Ariane Devarenne, directrice marketing expérientielle à la SAQ, suivi de Karine Iseut-Hyperciel, PDG donc de la Fondation Cancer du sein du Québec. Et Christian Belair nous rejoindra aussi comme troisième panéliste. Donc, ce sera vraiment Mélanie qui animera le panel. On prendra aussi également quelques questions à la fin. Donc, n'hésitez pas à nous proposer plusieurs questions vous allez pouvoir sur les questions-réponses sur une sorte de chat public, nous poser vos questions. On va en sélectionner plusieurs avec Mélanie, puis elle va pouvoir les poser justement à nos panélistes à la fin. Donc, je tiens aussi également à remercier tous les commanditaires du Conseil canadien sur la commandite. Et je tiens à remercier aussi Francis, vraiment qui chapeaute tout le CCC à Montréal, et également Stéphane du comité éducation, ce comité sur lequel je participe. Donc, ce ne sera pas bien long, on va attendre encore quelques secondes. OK. Bien, écoutez, on a la majorité des participants. Donc, je vais pouvoir commencer avec Christian Belair et sa présentation. Donc, Christian, je te laisse réactiver ta caméra. Bonjour, Christian. Bonjour. Christian de Credo Impact. Donc, je te laisse la parole pour ta courte présentation, puis on se revoit tout de suite après. Parfait. Merci beaucoup, Sabrina. Donc, on va prendre une dizaine de minutes ensemble. On va demander un peu de mettre la table sur la question de l'impact social. Donc, j'ai quelques petites pages à vous présenter. Je suis content de voir aussi dans les participants, il y a quelques noms qui me sont familiers. Donc, je salue tout le monde, toutes et tous. Donc, il y a quelques questions aujourd'hui qui, à travers la présentation, on va tenter de répondre. Bon, qu'est-ce que l'impact social et environnemental? Quelle est l'intention première de mes commandites et de mes dons? Quelle est la différence entre une commandite sociale, une commandite d'affaires et un don? Donc, ça se peut que ça suscite des réactions. Pourquoi définir son rôle d'impact? Qu'est-ce que le purpose washing ou le woke washing? Puis, évidemment, pourquoi changer nos pratiques? Donc, rapidement, l'impact social et environnemental, il n'y a pas de définition parfaite dans l'écosystème impact social et environnemental. Il y a beaucoup de discussions sur justement la question de la définition, mais je vous dirais que c'est un peu la définition avec laquelle on travaille chez Credo, et c'est somme toute une série de questions qu'on doit se poser quand on commence justement à aborder ces notions-là d'impact. Donc, on parle d'un changement intentionnel. Donc, on a une intention de départ positive, parce que quelquefois, en voulant avoir un impact positif, on peut aussi avoir un impact négatif. Durable, parce qu'il y a une question de pérennité. Donc, au fond, est-ce que les actions qu'on va mettre en place vont avoir un impact pérenne dans le temps? Mesurable, donc est-ce qu'on est capable de voir la différence entre avant et après? Et sur le mieux-être des parties prenantes de la société au sens large ou des écosystèmes naturels.
Donc, souvent, on va parler des personnes, des communautés, de la planète. Donc, d'autres mots qu'on peut utiliser. Et engendré par une activité et attribuable à celle-ci. Donc, la notion d'attribution est excessivement importante, à savoir, est-ce qu'on est capable de faire le lien entre l'impact et nos actions? Ou est-ce que, puis je donne toujours l'exemple, si demain matin on sortait un communiqué de presse, est-ce qu'il y a plusieurs organisations qui pourraient revendiquer le même impact? Donc, est-ce que c'est clair que cet impact-là, c'est un peu le nôtre? Et donc, tous ces mots sont quand même importants. C'est des questions tout au long d'une démarche qu'on va se poser, à savoir quelle est mon intention? Est-ce qu'effectivement, il y a juste des impacts positifs ou ça se peut que par la bande, il y a des impacts négatifs? Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est mesurable? Est-ce que vraiment ça améliore les conditions de la planète, des gens, etc.? Est-ce que je vais être capable de faire le lien? Donc, des questions importantes à se poser quand on parle d'impact social et environnemental. Souvent, quand je présente la définition, les gens veulent avoir la définition, donc la présentation sera accessible par la suite. Donc, comme je disais, l'intention, c'est le facteur clé, c'est le facteur déterminant. Donc, si je résume, la question d'impact, c'est souvent une question d'une compréhension, d'une bonne compréhension d'un enjeu social et environnemental. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cet enjeu-là sur le territoire où mon organisation exerce ses principales activités? Qu'est-ce que ça veut dire cet enjeu-là si je regarde en termes de statistiques, de données, de population? Donc, est-ce que je comprends bien l'enjeu? Est-ce que je comprends bien les solutions qui existent pour l'instant? Est-ce que je comprends bien qu'est-ce qui fait qu'il y a encore un écart entre la résolution de ces enjeux-là et la situation actuelle? Est-ce que je suis capable de me fixer une intention? C'est quoi mon intention de changement? Est-ce que je suis capable de la mesurer? Puis si oui, je suis capable de dire que j'ai un impact. Donc, si on résume simplement un petit peu la définition que je vous ai présentée, c'est est-ce que j'ai une bonne compréhension, est-ce que j'ai une intention, est-ce que j'ai une mesure? Puis l'intention, c'est le point de départ. C'est très difficile après coup d'essayer d'évaluer son impact si on ne savait pas de où on partait, c'est quoi les objectifs qu'on s'était fixés. Donc, c'est souvent une question de l'intention qu'on oublie quand on commence une démarche. La commandite sociale puis la commandite d'affaires, c'est un peu une division qu'on fait, puis ça suscite quand même beaucoup de réactions. Habituellement, les commandites, évidemment, on s'attend à un échange. Visibilité, bon, le but, valoriser la marque, renforcer les objectifs d'affaires. Donc, c'est souvent très business quand on parle de commandite. La commandite sociale, la différence, c'est que la finalité première, bien qu'il va y avoir des bénéfices indirects, des bénéfices d'affaires indirects, la raison pour laquelle on va prendre action, c'est d'abord et avant tout pour avoir de l'impact. Donc, ça reste une commandite, mais c'est une commandite dont l'objectif premier est un objectif d'avoir un impact positif. Donc, c'est ça qui va guider nos décisions, qui va guider nos choix, c'est sur le fait qu'on a une intention de changement. De l'autre côté, la commandite d'affaires, elle, va prioriser, au fond, l'objectif d'affaires. Puis c'est possible que de manière indirecte ou même de manière un peu directe, il y ait un impact. Mais on n'est pas nécessairement dans une logique de maximisation de son impact. On est plus dans une logique de dire, bon, au fond, on essaie d'aller chercher des retombées d'affaires. Alors que de l'autre côté, on est en train de voir comment on peut réaliser notre potentiel d'impact, le maximum d'impact positif, tout en espérant avoir des retours, un échange, la visibilité, etc., mais des bénéfices indirects. Le don, c'est vraiment quelque chose qui, habituellement, on ne s'attend pas nécessairement à avoir quelque chose en retour. Donc, on fait un don, c'est possible que ça soit visible, c'est possible que ça ne le soit pas. Et donc, on essaie un petit peu de diviser. Et c'est quand même intéressant dans les entreprises d'essayer de voir justement, est-ce qu'au niveau du budget, c'est un budget pour une commandite sociale ou des commandites d'affaires? Donc, essayer d'avoir une clarté. Puis, c'est pas mauvais de faire des commandites d'affaires, c'est pas meilleur que faire des commandites sociales, c'est juste qu'il y a une question de clarté sur ce pourquoi on fait les choses. L'idée, évidemment, c'est pas de revendiquer d'avoir un impact, alors que quand la finalité première était celle d'avoir des retombées d'affaires. Une des premières choses pour les organisations, quand on va parler d'impact social et environnemental, au fond, c'est de définir son rôle d'impact. Puis on n'est pas dans une logique, comme je dis, d'avoir simplement de l'impact, parce que n'importe quelle organisation qui peut faire un don ou une commandite à droite à gauche peut revendiquer avoir un certain impact. Ce qu'on cherche ici, c'est quoi le maximum d'impact que cette organisation-là peut avoir, c'est quoi, au fond, son plein potentiel d'impact. Et souvent, ce que ça implique, c'est de définir en premier son rôle d'impact. Ça veut dire comprendre les besoins sociaux qui peuvent vivre, les besoins sociaux ou environnementaux, les problématiques qui peuvent vivre à l'intérieur de l'organisation. Il y a certaines problématiques, on pense souvent à la santé mentale, entre autres, au sein des organisations, et à l'extérieur, sur le territoire sur lequel elle exerce, à travers sa chaîne de valeur. Donc, c'est quoi les enjeux sociaux et environnementaux qui gravitent autour de l'organisation? C'est quoi aussi les enjeux sociaux et environnementaux qui sont peut-être les plus criants dans l'environnement dans lequel elle travaille, elle fonctionne? Ensuite, au niveau des capacités et forces de l'organisation, qu'est-ce qui fait que cette organisation-là a des forces distinctives? Donc, entre deux organisations qui vont agir sur un même enjeu, qu'est-ce qui fait que cette organisation-là a le potentiel d'avoir plus d'impact?
Donc, c'est quoi ses forces distinctives? Des fois, ça peut être ses valeurs, des fois, ça peut être sa culture, des fois, ça peut être des aspects opérationnels de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui fait que cette entreprise-là, elle va se démarquer? C'est ce qu'on va faire habituellement quand on fait des réflexions stratégiques sur le modèle d'affaires de l'entreprise, la volonté, exemple, de développer des nouveaux marchés, développer de nouveaux produits et services. On va réfléchir à nos forces, comment, d'un point de vue, des fois même concurrentiel, on va se démarquer. Ensuite, c'est quoi les priorités de l'organisation? Donc là, il peut y avoir la question des objectifs d'affaires, il peut y avoir les objectifs de rayonnement, il peut y avoir l'intérêt de nos employés ou de nos parties prenantes, donc dans quelle mesure ils vont être engagés dans la démarche. Donc, c'est quand même une partie importante. Et souvent, on peut voir ces trois aspects-là comme trois cercles qui vont chevaucher, puis le rôle d'impact va vraiment être au centre de ces trois cercles-là. Quand on va trouver le besoin social ou environnemental sur lequel on a une capacité plus grande d'agir que d'autres organisations et qui cadre avec les priorités de l'organisation, on a un fort potentiel d'impact. Donc, c'est ce qu'on va rechercher, puis c'est ce qui fait qu'on va tomber dans une démarche plus stratégique par rapport à soit sa philanthropie ou encore là aussi tout l'objectif marketing derrière les commandites. Évidemment, le risque qu'on voit à travers le temps, c'est toute la question du purpose washing ou du woke washing, hein, l'éveil qu'on peut voir entre autres ces temps-ci avec le contexte de la COVID, qui est au fond un peu une expression issue de tout ce qui était greenwashing, où à ce moment-là, on essayait d'avoir l'air plus vert qu'on l'était vraiment, ou le blanchiment social, donc ce qui était un peu le social washing. Aujourd'hui, on englobe un peu tout ça sous le purpose washing, donc c'est cette idée de se donner un peu une mission, mais finalement, est-ce qu'on walk the talk? Est-ce qu'on est cohérent? Est-ce que vraiment on est à notre plein potentiel d'impact? Donc, on parle souvent d'une marque qui revendique un engagement pour une cause sans que cet engagement-là déclaré se traduise réellement dans les faits ou qu'il y ait des actions, mais ces actions-là sont peu significatives, soit par rapport à l'enjeu ou soit par rapport au fait que cet enjeu-là n'est peut-être pas le plus significatif sur lequel l'entreprise pourrait avoir un impact. Donc, imaginez, je caricature un peu, mais une entreprise qui aurait un impact négatif important sur l'environnement, qui déciderait de faire quelques actions significatives sur l'enjeu de la diversité. Non pas que c'est pas correct d'agir sur la diversité, mais potentiellement, quand on regarde le big picture, le portrait d'ensemble, on dirait, bien, il me semble que cette entreprise-là, dans l'ensemble, aurait un plus grand impact si elle se concentrait peut-être à réduire soit son impact négatif sur l'environnement, ou à tout le moins trouver une façon d'avoir un impact positif. Et on le voit de plus en plus aussi dans l'approche, aussi de commencer à adopter certaines valeurs progressives et de reprendre un peu un certain type d'advertising ou de marketing qui se rapproche de ce que les mouvements activistes vont faire. Encore là, ici, est-ce que ça accélère le mouvement, donc les changements peut-être radicaux que ces groupes-là amènent, ou ça ralentit ou ça dilue le message? Et donc, c'est ce qu'on a pu voir sur des enjeux de diversité, de racisme récemment. Et donc, c'est un petit peu pour ça que certaines entreprises maintenant vont peut-être hésiter soit à communiquer les bonnes actions qu'elles vont faire ou soit hésiter à s'embarquer rapidement dans des démarches. Donc, la question de l'intention devient très importante pour éviter le purpose washing, de bien comprendre l'enjeu, de savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire dans la juridiction sur laquelle on œuvre et de voir exactement est-ce qu'on est capable de fixer les objectifs. Puis est-ce que si les gens nous regardaient, ils seraient capables de comprendre que l'action qu'on est en train de poser est une action qui est significative. Dans les exemples qui sont souvent donnés, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce que je pense que des fois, la question de Bell puis de cause pour la cause, ça suscite aussi beaucoup de réactions. Mais il reste que Bell cause pour la cause, c'est une démarche qui a été très bien faite d'un point de vue stratégie en impact social, parce qu'au départ, ils ont commencé non pas avec un objectif d'affaires, mais avec un objectif social. Donc, on était d'abord et avant tout dans une commandite sociale. Et on a mis des chercheurs autour de la table. On a entre autres nommé une personne à la tête de cette démarche-là. Et on a essayé vraiment de bien comprendre l'enjeu de la santé mentale pour ensuite voir au fond quelle était la situation actuelle, quel était un peu, si on avait à définir le succès collectif, l'idéal par rapport à une société dans laquelle justement cet enjeu de société mentale serait soit résolu, ce qui est un peu l'idéal, ou à tout le moins amélioré. Puis c'est quoi le gap qu'il y avait entre les deux? Puis pour y arriver, bon, évidemment, il y avait plein de solutions qui existaient, mais on est allé un petit peu plus dans les causes profondes. Si vous vous souvenez à l'époque, aujourd'hui c'est moins le cas, mais à l'époque c'était très tabou la santé mentale. Et donc c'était une cause profonde que peu d'organisations adressaient, ou à tout le moins avaient la capacité d'adresser à grand niveau, ce que pouvait faire Bell avec tout son réseau de communication. Et donc, aujourd'hui, si on parle de santé mentale, c'est beaucoup moins tabou. À l'époque, le fait de ne pas s'adresser à la cause profonde fait que même si on avait rajouté des solutions existantes, des ressources, les gens ne seraient peut-être pas nécessairement allés vers ces ressources-là, consulter, demander l'aide d'un ami ou d'un collègue, parce que justement, il y avait cette problématique et c'était tabou. Donc, l'objectif de départ, puis l'intention que s'était fixée l'organisation, c'était vraiment de dire, bien, on va agir sur cette cause profonde-là
pour éventuellement être capable que les solutions existantes ou les nouvelles solutions voient le jour, puis au fond soient plus accessibles, où les gens aient davantage vers ces solutions-là pour se rapprocher de notre succès collectif. C'est une démarche qui a porté fruit, puis je pense qu'aujourd'hui, toutes et tous vont le reconnaître, puis même d'un point de vue de l'écosystème, même des concurrents de Bell aujourd'hui vont embarquer dans ces journées de cause pour la cause. Un autre exemple qui est intéressant, évidemment, c'est l'exemple de Colin Kaepernick, qui justement hier avait on annonce un nouveau documentaire avec Disney à cet effet-là. Puis Colin Kaepernick, qui au niveau du racisme puis du racisme systémique a pris position, a été soutenu par Nike à travers une grande campagne par la suite, qui était un risque pour l'organisation, qui dans ce cas-ci, je pense, a été fait aussi pour l'aspect de la cause, parce qu'il y avait un risque financier. Si vous vous souvenez, il y avait des gens sur YouTube qui brûlaient leurs chaussures, etc. Donc, il y avait un risque pour l'entreprise. Finalement, il y a eu un bénéfice d'affaires important. La valeur de l'action a explosé par la suite. Mais il reste que c'était un objectif d'impact qui a guidé la démarche au départ. Puis quand on voit aujourd'hui tout ce qui se passe sur la question du racisme systémique, au fond, c'était audacieux. Donc, c'est un peu sur ça que je termine la présentation par rapport à l'impact social. C'est que je pense qu'en termes d'entreprise, de marketing, de commandite, il y a un potentiel de changement qui est incroyable, qui est très fort, dans la mesure où c'est fait de manière stratégique, dans la mesure où on part effectivement sur une compréhension des enjeux et qu'on se pose la question, si j'avais à agir sur cet enjeu-là, quels seraient les leviers qui ont le plus d'impact et non pas je fais certaines actions et oui, évidemment, ces actions-là ont peut-être chacune un peu d'impact sur l'enjeu, mais ce n'est pas le portefeuille d'actions qui a le maximum d'impact. Et donc, d'avoir ces réflexions stratégiques en impact par rapport aux commandites, ça a un potentiel immense pour les organisations. Et je suis convaincu, puis on l'a vu à travers certains exemples, que d'un point de vue bénéfice indirect d'affaires, c'est des bénéfices importants. Donc voilà, c'est un peu je mets la table à la discussion. Je suis curieux d'entendre aussi vos réactions pour la suite. Super. Merci énormément, Christian. Super belle présentation. On va pouvoir enchaîner avec Mélanie, Mélanie Thivierge, qui va être l'animatrice de notre panel. Avant ça, je prends juste quelques secondes juste pour dire aux participants, vous pouvez utiliser l'option de questions-réponses qui est tout en bas dans le menu pour nous poser vos questions. On va les transmettre à Mélanie à la fin, qui va pouvoir les transmettre aussi aux panélistes. Donc, je donne la main à Mélanie qui va nous faire la présentation de nos panélistes et démarrer les questions. Donc, je vous souhaite un très beau panel. On se retrouve juste après. À tantôt. Bonjour tout le monde, merci Sabrina. Merci beaucoup Christian. Effectivement, ça met très bien la table à la discussion que nous aurons ensemble ce matin. Donc, une discussion au sujet de l'impact social de la commandite au Québec. Donc, on est ravis de vous voir en grand nombre et on va s'assurer de rendre cette présentation Zoom la plus dynamique possible. On le sait que vous avez passé de longues heures face à vos écrans au cours des derniers mois en réunion Zoom en raison de la pandémie. Et cette récente pandémie, justement, nous a amené à constater à quel point nous sommes tous interdépendants, les différents secteurs de notre société. Au fil des jours, au fil des semaines, c'est devenu de plus en plus clair qu'il était essentiel, de plus en plus important de remettre l'humain au cœur des préoccupations sociétales. Donc, on s'est demandé ensemble s'il y avait peut-être là pour vous tous, pour nous tous, une occasion idéale peut-être de repenser notre plan stratégique, nos objectifs d'organisation pour y intégrer la création de partenariats durables, de partenariats innovants qui seront faits dans le but d'avoir un impact justement. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on va aborder aujourd'hui pour mieux comprendre ce que ça signifie réellement et pour tenter de comprendre comment on peut collectivement faire davantage une différence auprès de la communauté. Donc, de façon personnelle, moi, j'ai toujours pensé qu'on arrivait on pouvait aspirer à davantage de solidarité, de justice, d'égalité si on marchait tous et toutes main dans la main, peu importe le secteur dont on provient. Donc, ce sera une belle occasion d'aborder ces questions-là ce matin. Donc, sans plus tarder, je vous présente nos invités, nos panélistes. Donc, Karine Yzeure-Tiperciel. Karine, elle est PDG de la Fondation du cancer du sein du Québec.
Bonjour Karine. Karine, elle est une gestionnaire en philanthropie depuis plus d'une vingtaine d'années. Elle est à la Fondation du cancer du sein du Québec. Auparavant, elle occupait le poste de vice-présidente au développement, partenariat et alliances stratégiques. Elle a évolué également au Centre des sciences de Montréal, à la Fondation du Centre des sciences et pour le Vieux-Port de Montréal. Donc, merci d'être parmi nous. Bonjour. Ariane de Varenne. Ariane, directrice marketing expérientiel à la Société des alcools du Québec. Donc, bienvenue Ariane. Ariane, elle a une solide expertise en marketing. Elle est habilitée à mettre en place des stratégies performantes. Elle a plus d'une vingtaine d'années d'expérience en commerce de détail. Elle évolue au sein de la SAQ depuis 2012. Elle a notamment contribué au lancement d'un certain programme de personnalisation que l'on connaît tous. Et voilà, merci d'être parmi nous ce matin, Ariane. Et Christian Bélair, que vous avez entendu un petit peu plus tôt, donc président cofondateur de Credo Impact, une firme conseil en impact social, innovation positive qui est certifiée B Corp. Donc, merci Christian de te joindre à la discussion parmi le panel ce matin. Donc, alors voilà, donc pour commencer, ce que j'ai envie de vous demander, c'est que vous nous racontiez dans vos mots de façon très naturelle, en fonction de votre expérience, de vos observations des dernières années, donc soit au sein de votre organisation actuelle, mais aussi ce que vous avez pu observer dans la société. Est-ce que vous pouvez nous décrire des ingrédients clés de votre point de vue d'un partenariat qui est réussi, d'un partenariat qui semble gagnant-gagnant, qui répond aux critères d'un partenariat d'impact? Donc, j'aurais envie de commencer avec toi, Karine, si tu le permets. Oui, bien écoutez, je ne pense pas qu'il y a de recette magique, mais comme tu dis, il y a des ingrédients de base qui sont essentiels à la réussite d'un partenariat. Je dirais, tu sais, la compréhension des besoins de chacun, la transparence, les attentes. Il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on ait les mêmes attentes à nos niveaux pour nos propres besoins. Se donner des objectifs communs. Parce que c'est souvent le mariage de deux marques, mais normalement, un partenariat qui dure, c'est parce qu'il y a des atomes crochus entre les deux marques ou les clientèles visées avec un certain sens de mission ou de vision qui se rejoint en quelque part. Et ces éléments-là, ensemble, contribuent à un succès. C'est une relation. Hein. Donc, je dirais que ça, pour moi, c'est les éléments de base. Là. Depuis 20 ans, ça n'a jamais changé. Merci. Peu importe le secteur, peu importe les occasions. Oui. Ariane, qu'est-ce que tu auras envie d'ajouter à ça, toi? Bien, pour moi, un partenariat réussi, c'est vraiment quand l'ensemble des parties, là, ils trouvent son compte. Là. On parle de situation gagnant-gagnant. Donc, si c'est dans le cadre d'une fête et festival, autant le commandité que le commanditaire, que le festivalier ou le participant est capable de retirer une expérience positive. En plus de faire, Christian l'a bien mis la table, là, donc en plus de, à la base, faire du sens, d'être capable de redonner à la société, lorsqu'on est capable d'allier des objectifs d'affaires, pour moi, bien là, je viens de surpasser les atteintes de l'objectif, donc vraiment, ça devient des partenariats réussis. Puis j'abonde dans le même sens sur Karine, la relation est hyper importante. C'est une relation de partenariat, nous, on en a que ça fait des années, qu'on travaille avec les mêmes partenaires. C'est comme un couple. Hein. Faut communiquer, faut pas se prendre pour acquis, faut se donner l'heure juste sur les choses. Puis il y a des choses qui évoluent, il y a des contextes qui évoluent. Donc, s'assurer qu'on est toujours au même diapason puis qu'on est capable de suivre, de garder le momentum puis d'accomplir des belles choses ensemble. Oui. Merci. Christian, est-ce qu'il y a un ingrédient qu'on a oublié ou tu penses qu'on approche d'une recette qui fait du sens? La recette, elle est là, le fait du sens, que ça soit stratégique, mais il y a un élément sur l'engagement des parties prenantes, que ce soit les collègues à l'interne ou même les fournisseurs ou les gens dans notre organisation avec lesquels on travaille. Je pense qu'il faut que ça intéresse les gens. Tu sais, souvent, c'est un détail, des fois, on va y arriver vers la fin, mais quand on a plusieurs enjeux, plusieurs organisations, ça se peut qu'il y en ait plusieurs qui soient stratégiques. Mais est-ce que vraiment ça va mobiliser les gens? Est-ce qu'ils vont être fiers en sortant du travail ou d'en parler à leurs amis, leurs collègues? Ça, c'est un élément clé. Puis je dis, à la fin de la journée, là, si ça ne parle pas aux gens dans les équipes, ben, c'est peut-être un autre enjeu qui est aussi plus stratégique. Donc, cette idée d'engagement puis de sonder les gens autour de nous, leur dire qu'est-ce qui fait le plus de sens, là, c'est où vous pensez qu'on a le plus d'impact, c'est un facteur important, je pense.
Très bon point. Puis je pense que c'est de plus en plus utile et pertinent et nécessaire dans le contexte dans lequel on se trouve tous présentement. Justement, si on veut développer un partenariat gagnant-gagnant où tous ces ingrédients-là vont composer une recette qui va convenir à tous et qui va porter fruit, par où on commence pour identifier les valeurs que peuvent avoir en commun un organisme ou une fondation avec son commanditaire? Qu'est-ce qui va venir nourrir la réflexion puis aider à créer des opportunités? Je sais que chez Credo, c'est ce que vous faites en partie, Christian, dans l'accompagnement des entreprises. Est-ce que tu as des pistes pour nous aider à identifier comment on arrive à identifier nos valeurs communes, justement? Je pense que les organisations, habituellement, dans leur réflexion stratégique, ont fait souvent un bon travail sur l'identification des valeurs. Fait que déjà là, puis les organisations dans le secteur social aussi. Fait que déjà, est-ce qu'il y a une adéquation? Puis Ariane parlait aussi de la relation humaine, l'aspect humain est hyper important justement dans comment ces valeurs-là vont se vivre dans le partenariat, dans les premiers échanges qu'on va avoir. Par la suite, je pense que c'est vraiment l'identification des forces qui peut être aussi l'ensemble des ressources qui peuvent être mises à contribution. Ce qu'on cherche entre deux organisations, si deux organisations avaient à faire une commandite ou un don, s'il n'y a pas de différence entre les deux, ben, c'est un peu du pareil au même, mais est-ce qu'on est capable de voir laquelle va se démarquer ou laquelle a le potentiel d'impact le plus grand? Puis des fois, c'est parce qu'il y a des aspects dans les ressources, dans les compétences de l'organisation que d'autres n'ont pas. Tu sais, je pense des fois à l'aspect créatif. Il y a des organisations qui sont très créatives, mais ça, quand vient le temps de déployer des solutions nouvelles à des enjeux existants, il y a là une force distinctive. Des fois, ça peut être au niveau des opérations, des infrastructures. Il y a différentes façons. Je me souviens à l'époque, quand on travaillait, qu'on travaillait avec une autre organisation, on avait à la grandeur du Québec beaucoup d'employés très scolarisés dans le secteur scientifique. Bien, à ce moment-là, c'était difficile, par exemple, des organisations comme par rapport aux jeunes et sciences, tout ça, dans toutes les régions du Québec, d'aller chercher cette expertise-là. Mais cette entreprise-là, à travers le Québec, avait cette expertise-là. Donc, au-delà du don financier, ça devenait super intéressant de mobiliser les employés. Il y avait une force distinctive que d'autres organisations au Québec n'avaient pas. Donc, de vraiment lister l'ensemble de ces forces, d'aller fouiller justement dans ces planifs stratégiques, des fois qu'on oublie de faire le lien entre ça et notre impact social, puis de voir, est-ce que si je mettais ces forces-là en jeu, je pourrais avoir un impact beaucoup plus grand. Ça, pour moi, c'est un point de départ qui s'allie aux valeurs. Évidemment, les valeurs, c'est le point central. Merci. Karine, à la Fondation du cancer du sein, j'imagine que la question des valeurs, de s'assurer qu'on va développer un programme, un projet avec un partenaire avec lequel ça colle, avec lequel on se sent aligné, en cohérence. J'imagine que c'est au cœur de vos prises de décision, ça doit faire partie de la discussion. Oui, d'ailleurs, nous, on s'est même doté à un moment donné d'un code d'éthique à l'interne parce que, évidemment, on est une fondation caritative en santé. Le cancer, il y a plein de facteurs. Tu sais, je vous donne un exemple. À une époque, on était commandité par une compagnie d'alcool. Alors que dans les dernières années, l'alcool, c'est un facteur de risque au cancer. Donc, ce n'était pas cohérent avec nos propres valeurs. Bon, puis il n'y a jamais personne qui a envie de dire à un partenaire « Je suis désolée, mais il faut qu'on finisse ça là parce que ça ne colle plus ». Ça a été très difficile parce qu'évidemment, dans notre domaine, chaque sou compte, mais on a été cohérent avec nous-mêmes et on a dû faire le choix de dire « Désolé, malheureusement, on ne peut plus être partenaire. On apprécie votre geste. Si jamais vous voulez faire un don de vous-même sans être collé à notre marque, évidemment qu'on va dire merci et on va l'accepter. Donc, tu sais, nous, à l'interne, on a fait une introspection de qui on est, c'est quoi nos missions, nos valeurs, qu'est-ce qui colle, qu'est-ce qui colle pas. Et avant d'avancer vers une entreprise quelconque, on creuse très, très creux. Tu sais, comme Christian disait, on se tape les missions, valeurs, leur stratégie, c'est qui leur clientèle et on va même des fois, quand c'est du produit, on va voir jusqu'en dans le détail des ingrédients du produit avant même de se dire, bon, qu'on a une base d'atomes crochus pour se parler. Parce qu'il n'y a rien de pire que de faire des démarches puis après tu dois reculer parce que malheureusement, dans le code d'éthique ou dans le mandat mission, ça ne colle pas. Donc, je pense que c'est très, très, très important et
et avoir les yeux partout, tu sais, le marché, qu'est-ce qui se passe, qui émerge, qui a de la misère. Ça veut dire être vraiment allumé sur ton environnement et tout ce qui roule autour de l'environnement, là, autant marque, commerciale, politique, sociale. C'est vraiment, de nos jours, là, c'est à tous les niveaux qu'il faut suivre. Merci. Je pense que dans le contexte d'une société d'État, ça s'applique également, la connexion avec son environnement de façon très, très large et les attentes qu'on peut avoir aussi par rapport à une société d'État. Du côté de la SAQ, comment ça a pris forme ou comment ça s'est, je devrais dire, concrétisé là, dans les derniers mois, entre autres en raison de la pandémie? Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé en raison du contexte pour mieux être connecté sur l'environnement, sur les valeurs qui ont été peut-être révélées ou mises en lumière davantage par le contexte social? Oui, certainement. Bien, en fait, nous aussi, on est régi par une politique de dons et commandites. Donc, on supporte différents créneaux et plus de 300 organismes via cette politique-là. Mais également, on a une cause d'entreprise qui est la cause de l'aide alimentaire. Et ça fait plus de 11 ans qu'on supporte l'aide alimentaire. Vous comprendrez qu'en période de COVID, là, comme ce qu'on vient de traverser, là, de nombreux foyers québécois ont dû avoir recours aux moissons, aux banques alimentaires. Pour certains, c'était pratiquement tabou. Là. Ils n'avaient jamais pensé qu'ils auraient dû avoir recours à un besoin primaire comme ça, de se retrouver avec le frigo vide. Et nous, on a choisi cette cause-là depuis plusieurs années, en fait, parce qu'on pense qu'avant de bien boire, il faut toujours bien manger. Hein, on est dans l'art de la table. Le vin et les spiritueux, ce sont des produits de luxe qui s'inscrivent justement dans un style de vie, d'art de table, de partage, tout comme la nourriture, mais la nourriture est beaucoup plus importante et primaire. Le vin vient bonifier la chose. Donc, l'aide alimentaire, pour nous, c'était un no-brainer. C'était ce qui faisait le plus de sens, qui était vraiment en cohérence. Et depuis le début de la COVID, on était la première entreprise, en fait, à verser un don d'1 million rapidement au mois de mars. Un don de force majeure là, pour soutenir le besoin criant qui se positionnait au Québec avec les pertes d'emploi, les gens qui avaient recours plus que jamais. Puis ensuite, on s'est vraiment inscrit dans un rôle de sensibilisation. Donc, on a produit une vidéo qui venait justement mettre en lumière que c'est correct d'avoir recours aux moissons, même si certains n'avaient jamais pensé qu'il y aurait besoin de se rendre là. Et pour chaque visionnement, on remettait un repas. Donc, ça a été une initiative. On a fait une collecte de fonds aussi en succursale où les clients pouvaient mettre des dons additionnels. Et en plus, pour encourager les clients à rester à la maison et se faire livrer leurs produits à la maison, donc ne pas se déplacer en succursale. Les frais de livraison, la totalité des frais de livraison de 12 $ étaient remis aux banques alimentaires du Québec. Donc, depuis le début de la pandémie, là, on est à 3 millions là, qui a été amassés là, pour soutenir justement notre cause principale, là, notre cause d'affaires. Après, c'est sûr qu'on est une société d'État, on soutient plus de 300 organismes, comme je l'ai dit, dans des créneaux qui sont très spécifiques, mais quand on parle de sens, pour nous, l'aide alimentaire, ça prend tout son sens. Là. Ça tombe sous le sens. Puis bravo pour ces initiatives-là, parce que je pense que c'est des exemples très, très concrets, aussi très diversifiés de ce qui est possible de faire quand le programme est cohérent, puis quand l'intention de départ est claire. On s'assure que vraiment toutes les étapes, on tient compte de vers où on veut aller, puis comment on a humé l'air du temps de façon assez habile pour que nos actions vraiment prennent tout leur sens, justement. Donc, on dit toujours que toutes les causes sont bonnes. Hein? Il n'y a pas de mauvaise cause. Après, c'est comme Christian l'a dit, c'est lesquelles qui sont le plus alignés ou qui sont le plus qui a un meilleur fit qui va permettre justement de bonifier ces relations-là puis de faire du sens pour les deux parties. Absolument. Puis pour le grand public qui observe ça aussi, la cohérence est évidente. Le contexte de la pandémie, ça nous a évidemment tous et toutes bousculés et ce n'est pas fini. Donc, on va vivre encore pendant un bon moment là, dans un contexte social très différent de ce qu'on a connu, puis auquel on ne s'attendait pas là, de devoir naviguer dans ces eaux troubles-là. Et pour plusieurs organisations, là, il y a une réflexion qui s'amorce
Pour certaines, c'est déjà enclenché. Ça va amener peut-être une réflexion en profondeur sur le plan stratégique, une révision des objectifs d'affaires, repenser peut-être certains modes de fonctionnement. Donc, si des organisations veulent saisir, entre guillemets, cette occasion-là qui nous est offerte par la pandémie mondiale pour repenser un programme de commandite, pour repenser nos grands piliers, réfléchir à nouveau à la lumière de ce qui se passe. Par quel chemin vous auriez envie de leur dire de commencer? Par où on part pour s'assurer qu'on remet quelque chose en marche qui va tenir compte de ce qui s'en vient, malgré le fait qu'on n'ait pas de boule de cristal, personne. Donc, qui a envie de se lancer là-dessus? Ouais. Je vais y aller, j'ai le goût d'y aller. Puis je vais être un petit peu plus bold qu'à la normale là, sur mon point. D'une part, je pense que les organisations doivent faire une relecture des besoins et des enjeux. Je pense que la COVID a exacerbé certains enjeux, puis ça, je pense que c'est important de juste de se refaire une tête sur ça. La question des parties prenantes, je reviens sur ça, est super importante parce que autant on regarde à l'externe qu'autant à l'interne, nos parties prenantes sont les employés. Dans le cadre de la COVID, moi, j'ai vu des entreprises qui ont fait des mises à pied massives, puis après ça, sont allées s'engager dans la communauté. Pour moi, il y avait une incohérence aussi. Fait que je pense que la question, justement, de cet équilibre-là entre l'impact interne et externe est important. Fait qu'avant les démarches, je pense qu'il y a aussi un regard sur soi, sur comment à l'intérieur l'organisation. Après ça, au niveau de la pandémie, ce que j'ai trouvé quand même intéressant, c'est que ça a fait aussi ressortir des forces qu'on voyait peut-être moins. On s'est aperçu que dans les équipes, des fois, il y avait plus d'agilité. On l'a vu, entre autres, sur le travail à distance. Les notions de conciliation travail-famille sont ressorties très fortes. Donc, moi, je trouve qu'il y a plein de belles choses aussi qui sont ressorties, qui sont des nouvelles forces qu'on peut mettre à contribution dans nos engagements. Par la suite. Fait que je pense d'avoir une lecture sur justement qu'est-ce qui a changé dans l'organisation, où on s'est démarqué, puis comment ça, on pourrait le mettre à contribution par rapport à nos engagements. Maintenant, je pense que les besoins de première ligne, effectivement, ils ont été exacerbés, puis sont de plus en plus criants, puis on parlait d'aide alimentaire, entre autres. Mais je pense qu'il faut se poser la question, ce qu'on constate dans le cadre de la pandémie, c'est qu'au fond, ce qui était des inéquités sociales, au fond, ont aussi explosé. Hein? Il y a de plus en plus d'inéquités sociales quand arrivent des périodes de crise. Puis ça, pour moi, ça va au-delà de répondre aux besoins de première ligne. C'est d'aller un petit peu plus, comme je disais tantôt, dans les causes profondes, puis de dire, bien, qu'est-ce qui sous-tend ça? Puis souvent, c'est des aspects, j'allais dire, des changements systémiques. Donc, c'est des changements peut-être de plus moyen et long terme. C'est des changements plus profonds, mais qui, ultimement, fait qu'on va réduire les besoins de première ligne. Parce que les besoins de première ligne, ils ne vont pas diminuer demain matin. Si on veut effectivement faire un réel changement, ça veut dire qu'il faut aller se poser les questions. Pourquoi, quand il arrive une crise, il y a ces problématiques-là? Puis ça, c'est exigeant d'un point de vue des bailleurs de fonds, qui sont entre autres des entreprises privées, d'aller dans cette zone-là plus inconfortable de changement systémique. Puis on le voit, tous les enjeux de racisme systémique ces temps-ci, c'est difficile. Hein? On joue sur les termes, ça fait peur, mais il reste que c'est des discussions qu'il faut avoir. Fait que je pense que sans, évidemment, délaisser la première ligne, c'est une priorité, mais si on est capable d'aller dans ces questions-là, parce que les enjeux, là, ils ne sont pas nouveaux. Les enjeux sociaux, environnementaux ne sont pas nouveaux, mais quand même, force est d'admettre qu'entre le succès collectif et l'idéal qui est souhaité, puis l'ensemble des solutions qui existent depuis des années, il continue à y avoir un écart. Puis l'aiguille, elle ne bouge pas tant que ça sur certains enjeux. Hein? Au contraire, même les inéquités, la sécurité alimentaire, tout ça, on voit que l'écart est de plus en plus grand. Donc, il est peut-être temps de profiter de cette période-là. Puis on le voit, là, il y a beaucoup de gens qui parlent de plan de relance, de nouvelles planètes, de façon... Fait que je pense qu'il y a aussi un momentum pour dire, est-ce qu'on peut aller réfléchir? Est-ce qu'il y a des changements un petit peu plus systémiques auxquels on pourrait contribuer, que ce soit des échanges, des discussions, puis d'être dans un mode aussi apprentissage. Accepter qu'on va peut-être se planter, mais on va apprendre des nouvelles façons de faire, parce que peut-être que celles qu'on utilisait historiquement fonctionnaient, mais peut-être pas au plein potentiel d'impact. Je pense qu'il y a là quelque chose pour moi, mais c'est audacieux de dire on va aller dans cette zone-là qui est plus justement des changements systémiques. Karine, je pense que tu as envie d'ajouter ton grain de sel, hein? Oui, ben en fait, je vais dans la même direction que Christian. En effet, il y a des enjeux sociaux, de santé, d'éléments de base que normalement, si tu as bien fait ton travail d'identifier c'est quoi tes besoins, ils sont déjà là. Et en effet, chez nous, c'est que la pandémie a juste fait que ça a empiré.
Donc, ça a vraiment mis le problème de l'avant. Je ne sais pas, on peut parler du dépistage de cancer du sein en pleine pandémie, quand tout s'arrête et qu'on ne fait que traiter les urgences pour dire aux gens de rester chez eux, bien, ça exacerbe le problème de l'accessibilité au dépistage. Donc, tu sais, c'est ces enjeux-là qui sont ressortis chez nous avec la pandémie. Et je dirais, comme Christian dit, c'est une opportunité pour nous d'enfin pouvoir le sortir et le mettre d'avant-plan. Écoutez, on a un problème. C'est trop long de dépister un cancer du sein au Québec. C'est pas normal. Puis d'obtenir des résultats, puis d'avoir des soins après. Toute cette accessibilité-là est comme ressortie de plein fouet pendant la pandémie. Et je pense que ce qui est bien, c'est que du côté de quelqu'un, d'un bailleur de fonds qui cherche des fonds, bien, on peut se permettre de le mettre de l'avant-plan chez nos partenaires, chez des nouveaux partenaires. Et là, c'est là où c'est, bien, prenez la place, sautez à pieds joints avec nous, parce que dans ce cas particulier-là, c'est un changement systémique à faire dans notre système de santé. C'est massif. En même temps, il faut être conscient que ça ne se fera pas du jour au lendemain. T'sais, la pandémie, c'est l'élément déclencheur et qu'il faut s'y attacher pour les 2, 3, 5, 6 prochaines années. Parce que dans le cas d'un programme d'accessibilité comme ça, changer à la grandeur du Québec, tout le monde va devenir l'épaule à la roue, il va y avoir des fonds à y mettre, il va y avoir un système où on espère que le secteur privé va sauter à pieds joints avec nous pour aller changer le système de santé publique dans ce domaine-là. Donc, je pense que la pandémie a vraiment fait ressortir tout ça. Les problématiques de base que plusieurs fondations desservent, ben c'est comme une opportunité où on les a mis de plein fouet dans le visage des gens. Alors, j'espère que le reste des gens, la commandite, les dons, peu importe le choix de la façon dont les gens se commettent, va faire en sorte qu'on va s'y commettre en tant que société pour régler des choses dans du long terme. Et je suis d'accord avec Christian, c'est difficile quand tu es de l'autre côté d'une marque qui endosse une cause et que tu mets 1000 personnes à pied, mais que tu viens d'offrir de l'aide à d'autres. Il faut vraiment les mesurer puis voir comment tu joues ça parce que tout est mesuré aujourd'hui. Les gens lisent tout, ils regardent tout et tout compte. Donc, il faut vraiment garder tout ça tout le temps de front là, quand on prend des décisions. Merci. Est-ce qu'Ariane, tu as envie de nous partager un peu comment vous vous êtes adapté au cours de la pandémie du côté de la SAQ? Certainement. En fait, nous, il faut comprendre qu'on a un rôle un peu différent de certaines autres entreprises privées. Étant une société d'État, évidemment, on a le devoir de redonner à la communauté, de redonner à la société. Et dans cette mesure-là, quand le contexte de la COVID est arrivé, on était les premiers à se prononcer sur le maintien de nos engagements auprès des différents organismes auxquels on avait consenti à faire soit des dons ou des commandites. Donc ça a été rapidement les actions qui ont été prises parce que ça s'inscrit justement dans notre rôle sociétal. Donc, c'est différent que je comprends ce que Christian et Karine disent. Moi, je suis dans un autre contexte, une autre partie. Nous, ça s'inscrit vraiment dans le rôle sociétal. C'est planifié en tant que société d'État, puis les autres sociétés d'État ont emboîté dans la même direction, ont pris le même pas. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Ça fait des partenaires qui étaient heureux malgré l'absence de toute activité parce que, ultimement, à the end of the day, comme on dit en français, là, on le fait pour la cause. On ne le fait pas nécessairement pour obtenir toute la visibilité qui est promise. Tant mieux si on est capable de bonifier avec ça, si on est capable d'aller chercher le meilleur, notamment avec nos commandites événementielles. Mais avant tout, c'est vraiment pour soutenir les organismes communautaires ici au Québec. Merci. Je vais y aller avec une dernière question avant de répondre aux questions qui seront lancées dans le chat. Donc, on en voit quelques-unes rentrer. Donc, je vous invite, là, je vous relance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le Q&A, messieurs, dames. Alors, ma dernière question, Karine, tu l'as mentionné rapidement dans ta réponse. Tu as parlé de mesures. Aujourd'hui, tout est mesuré, tout est calculé. Comment on mesure le succès d'un partenariat? Comment on peut en évaluer les retombées positives ou parfois moins positives, autant du côté de l'organisme ou de la fondation qui en bénéficie que du côté du commanditaire? Il y a de plus en plus de données tangibles, mais il y a toujours de l'intangible qui se mélange à ça. Donc, quel serait ton
ta contribution là, sur la question de la mesure? Ben écoute, tu le dis très bien, il n'y a aucune raison de ne pas être capable de mesurer de nos jours. On a accès à des outils puissants, tu sais, je veux dire, Google Analytics, il y en a plein. Je dirais qu'en premier lieu, avec vos partenaires, il faut vraiment établir qu'est-ce que vous allez mesurer. C'est quoi le but? Tu sais, nous, on s'assoit annuellement avec un partenaire, on fait une planif stratégique de ça va être quoi les KPI cette année. Parce que tu as des tangibles, tu as des intangibles, il y en a toutes sortes et c'est pas tout le monde qui a les mêmes attentes. Donc, la première étape, c'est vraiment de mettre vos attentes claires sur papier, entendez-vous, puis comment vous allez les mesurer. Comme ça, il n'y a pas de déception, puis il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et je sais, souvent, on se dit « Ah oui, mais nous, on est un petit organisme, c'est difficile, ça coûte de l'argent. » Il y a des mesures de base qui ne sont pas si coûteuses que ça, il faut les mettre en place. Il faut que vos équipes y adhèrent, il faut qu'elles comprennent. Alors, tu sais, chez nous, on est juste 22 ici, on n'est pas énorme, mais tout le monde mesure à son niveau, dans ses tâches, dans ses actions. Et comme ça, on a un tracking constant, puis on peut répondre aux différents besoins de nos partenaires. Mais l'essentiel, c'est vraiment de mettre des objectifs clairs avec un échéancier et des moyens, puis tu ne peux pas y déroger. C'est la base, il faut mesurer. Donc, pour moi, ça, il n'y a pas d'autre façon de le faire. Ariane, sur la question de la mesure ou comment on évalue les retombées le succès ou le succès plus mitigé d'une association ou d'un partenariat de votre côté? Bien, le quantitatif, c'est toujours facile. Hein? Combien il y a eu de participants, tout ça, ça va bien, c'est des chiffres. C'est quand on arrive au niveau du qualitatif. C'est les lunettes de qui, qu'est-ce qu'on regardait exactement, c'est à quel moment qu'on le regardait aussi. Il y a beaucoup de facteurs là, qui peuvent jouer sur cet aspect-là. Et pourtant, pour moi, c'est pratiquement lui le plus important. Là. Quand on arrive avec la qualité de la relation, la qualité de l'expérience, la qualité des retombées, est-ce que c'est venu chercher le cœur? Qu'est-ce que tu es allé chercher en faisant cette commandite-là, ce support-là? Donc, pour moi, c'est le plus important, clairement le plus difficile à mesurer, mais ça nécessite de mettre les bons joueurs autour d'une table, que les gens y participent, qu'on soit capable d'être honnête dans les échanges, de faire un bon post-mortem complet pour être capable de réaligner la chose ultérieurement. Là. Christian, j'imagine que du côté des entreprises que vous accompagnez, c'est parfois peut-être difficile de justement aller au-delà du quantitatif parce que ça, on aime ça les gros chiffres, les données, ça frappe l'imaginaire. On peut dire qu'on a accompagné ou soutenu X familles, contribué à réaliser un certain nombre. Mais quand on arrive dans l'intangible, comment on mélange tout ça pour que ça fasse du sens pour tout le monde? Oui. Ben, d'un côté retombée d'affaires, je pense qu'il y a déjà plusieurs metrics puis façons de le calculer. En impact, ça semble effectivement encore plus complexe. Peut-être du côté environnemental, des fois un petit peu plus facile parce qu'il y a beaucoup de quantitatifs, mais effectivement dans le social, c'est toujours un petit peu plus difficile. Je suis assez d'accord avec Ariane sur le fait que les KPI, je pense qu'on s'accroche beaucoup aux KPI, comme tu dis, au nombre de gens, au nombre d'argent qui a été investi. Le qualitatif qui en suit, qui est vraiment plus le changement social, au fond, à moyen et long terme, il est plus difficile. Par contre, je pense que quand on revient sur la question de la compréhension de l'enjeu, ben, on est capable, je reviens sur la question de l'intention, de se fixer des objectifs d'impact qui, oui, vont être qualitatifs ou à tout le moins vont être mesurés par les qualitatifs. C'est vraiment ça qu'on veut voir bouger, c'est cette aiguille-là. Tu sais, je donnais l'exemple quand on travaillait sur un mandat sur l'intégration en emploi des nouveaux arrivants à Montréal, parce que Montréal est la ville qui sous-performe par rapport aux grandes villes canadiennes. Puis, on avait des super bons KPI sur les ateliers de formation, sur les gens qui venaient, puis les gens qui se trouvaient un emploi après 6 mois, puis c'était super bon. Mais la réalité, c'est que quand on suivait les données dans le temps, on s'apercevait qu'après 6 mois, ces gens-là, ils quittaient leur emploi. Puis l'intégration ne se faisait pas. Pourquoi? Parce que quand ils arrivaient en emploi, ben, ils dînaient tout seuls le midi dans la cuisine. Puis l'intégration, puis à un certain moment, ils disaient, ben, tu sais quoi, je pense qu'on va quitter, on va aller ailleurs. Bon, ça ne fonctionnait pas. Mais ça, c'est dans le qualitatif qu'on allait le chercher. Fait que finalement, on aurait pu faire plus d'ateliers pour encore plus de monde. Puis au fond, ces solutions-là n'auraient peut-être pas nécessairement eu d'impact si on n'était pas allé plus loin que le fameux KPI. Donc, le KPI il est important,
Mais il faut savoir si effectivement on se rapproche de notre définition du succès collectif et nos objectifs d'impact. Puis il y a un gros travail qui a été fait dans les dernières années par toute la question de l'investissement. On a toujours une certaine rigueur en investissement par rapport à la rentabilité de nos investissements. Puis maintenant, avec l'investissement d'impact, on commence à essayer d'avoir cette même rigueur-là sur le volet social, environnemental. Puis j'ai assisté à une conférence à San Francisco l'automne passé, à l'époque où on pouvait voyager. Puis il y avait quelqu'un qui a amené cette idée du full spectrum of investment, qui était de dire au fond, mais la philanthropie ou la commandite, c'est comme un investissement zéro. Donc, on peut avoir cette même logique de dire, c'est quoi le retour sur nos investissements d'un point de vue social, environnemental. Fait que je pense que déjà là aussi, il commence à y avoir de plus en plus une espèce de volonté de standardiser ou à tout le moins de prendre les enjeux puis de regarder concrètement c'est quoi les solutions qui fonctionnent, comment on mesure l'impact, comment on va chercher le qualitatif qu'on va éventuellement traduire en quantitatif aussi. Donc, tout ça est en train de se faire ces temps-ci. Je pense que la raison, c'est que les gens maintenant, ils veulent savoir que quand ils investissent $1, quand ils font une action, qu'en bout de ligne, ça fait vraiment une différence, puis ça fait le maximum de différence. Fait que cette volonté-là de le capter, mais je le dis, je pense que le point de départ, c'est de s'asseoir avec les organisations, de comprendre les enjeux, mettre des experts autour de la table, creuser les enjeux, c'est au fond le début pour être capable de fixer des vrais objectifs mesurables, même qualitatifs. Fait que c'est la partie la plus importante. Puis je terminerai juste rapidement sur la question des apprentissages. C'est pas un pass or fail quand on fait un investissement. Ça se peut qu'on ait échoué, qu'est-ce qu'on a appris, puis ensemble, collectivement, donc l'impact, la mesure, elle doit toujours être sur la progression par rapport à l'enjeu, mais ça doit surtout être aussi nous, là, comme bailleurs de fonds, est-ce qu'on a appris des choses sur notre rôle de soutien? Est-ce qu'on va changer notre façon de faire la prochaine fois? Hein? Puis on l'entend beaucoup dans le secteur social, là, les bailleurs de fonds veulent des nouveaux projets, des nouvelles initiatives, puis des fois, ils sont comme, est-ce que quelqu'un peut juste financer ma mission de base? T'sais? Donc, ces apprentissages-là sont importants de mesurer qu'est-ce que nous, on a appris dans ce partenariat-là, qu'est-ce qu'on va faire différemment la prochaine fois, puis aussi au niveau des enjeux, qu'est-ce que le fait d'avoir travaillé sur cet enjeu-là avec des organisations du terrain ont changé chez nous. Si on est une organisation qui s'implique dans la diversité, est-ce que ça nous a fait cheminer comme organisation? Puis est-ce qu'ultimement, on s'est dit, hey, nous, y a-t-il des billets dans nos offres d'emploi? Est-ce que dans notre gouvernance, on se préoccupe de la diversité? Donc, ça va dans les deux sens aussi. L'implication, c'est une façon aussi un peu de tremper son orteil dans l'enjeu puis de se dire finalement, qu'est-ce que ça a comme impact chez moi? Fait que je pense que cette notion-là d'apprentissage est excessivement importante dans la mesure parce que sinon, on peut passer tout à fait à côté là, de l'impact réel qu'on peut avoir. Je pense que ça prend une grande ouverture puis une grande sensibilité aussi de la part des partenaires pour être capable de reconnaître justement qu'il n'y a pas c'est pas nécessairement un succès ou un échec, mais qu'il y a des données ou des aspects de notre investissement ou de notre engagement qui vont se mesurer de façon plus intangible et surtout quand on travaille avec de l'humain, moi j'aime bien dire ça comme ça, mais c'est facile effectivement de dire dans notre cas où des femmes, on a remis X femmes en emploi, mais si ces femmes-là sont dans des contextes où ce sont des emplois où elles sont pas très bien traitées, leur sentiment de bien-être est très très bas, elles sont pas davantage impliquées dans leur communauté, et elles n'ont pas développé de relations significatives puis un sentiment d'appartenance à la communauté. On n'a pas tout à fait joué notre rôle et le bailleur de fonds qui nous soutient là-dedans doit avoir cette sensibilité-là, cette ouverture-là pour comprendre que tout n'est pas qu'une liste de chiffres à cocher pour dire qu'on a accompli ou réussi à bien faire notre travail. Donc, c'est un peu plus complexe. Merci pour vos interventions très éclairantes. On a 2 questions dans le chat. Je vais commencer avec la question de Sophie Barrette. Sophie vous demande quel serait votre premier conseil à un OBNL ou à une fondation qui sollicite une entreprise pour une commandite dans le contexte présentement. Quelles seraient les erreurs à éviter ou les conseils que vous auriez envie de leur donner? Qui se lance? Ariane, vas-y. Moi, le conseil que j'aurais à dire, c'est de ne pas envoyer la même idée ou le même concept, la même demande à une variété de partenaires. Il faut qu'on sente qu'il y ait une certaine personnalisation. C'est le premier contact de relation avec quelqu'un quand tu émets une demande ou que tu fais une sollicitation. Donc,
la première impression est toujours importante, hein, on le sait, quand tu bâtis une relation, de vraiment sentir qu'il y a une approche qui est personnalisée, pas que ça a été fait un formulaire qui a été envoyé de la même façon, avec les mêmes objectifs à tous, un peu comme je vais prendre le premier qui va se positionner. Donc ça, je pense que c'est gagnant si on veut installer des bases qui sont solides, d'avoir déjà pris en considération où l'entreprise se situait, qu'est-ce que ça pourrait être les bénéfices pour les deux parties, déjà d'avoir fait une recherche préliminaire pour démontrer justement qu'il y avait un sérieux dans la démarche, là. Nous, c'est toujours plus parlant là, quand notre partenaire y arrive préparé pour nous approcher quelque chose qui a déjà fait ses recherches puis qu'on sent qu'il y a de la personnalisation. Quelque chose à ajouter, Karine ou Christian? Oui, moi, je rajouterais à la base, Karianne dit, là, c'est essentiel. Puis, tu sais, nous, depuis quelques années, on a pris l'approche de justement, on ne fait pas une présentation pour 12 000 personnes qu'on va envoyer à toutes les compagnies de la planète, là. Puis même qu'avant même d'envoyer des présentations, maintenant, on prend le temps de faire un appel, de voir, hey, j'ai vu, je pense qu'on a tels atomes crochus, tu sais, as-tu 15-20 minutes de ton temps qu'on peut jaser, qu'on apprenne à se connaître 15-20 minutes, que je puisse comprendre tes enjeux, que je t'explique les miens, et ensemble, on se dit, je t'envoie quelque chose ou pas. Vous allez moins perdre leur temps, vous allez moins perdre votre temps. C'est en COVID, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en mode shutdown. On ne sort pas, on coupe. Donc, puis même pas en COVID, tu prends le temps d'appeler les gens. Je trouve que, tu sais, l'envoi massif par courriel de demande, là, ça fait dans ma tête, ça fait déjà 10 ans que c'est dépassé. Prenez le téléphone. Utilisez votre réseau. Prenez le temps d'appeler les gens avant de leur envoyer une pile de paperasse de demande, là. Pour moi, ça, c'est vraiment un modus operandi qui fonctionne bien, là. Merci. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc une dernière petite question. Là, je vais peut-être, qui a le mot de la fin là-dessus? Est-ce que quelqu'un a observé, remarqué dernièrement des organisations ou un exemple d'une organisation qui a commencé justement à repenser son programme de commandite ou ses engagements en raison là, du contexte dans lequel on se trouve? Est-ce que Christian, tu as pu observer quelque chose? Là, je te mets sous le spotlight. Quelque chose qui a été peut-être qui pourrait inspirer les participants aujourd'hui? Peut-être pas une organisation privée, mais je pense que ce qu'a fait Jean-François Archambault avec la tablée des chefs dans le cadre de la COVID, je pense que c'est remarquable. Jean-François, bon, c'est un fellow HEC, c'est un entrepreneur social depuis des années, donc je pense que les bons réflexes sont intégrés. Jean-François avait aussi une planification stratégique, une théorie du changement. Enfin, je réponds un petit peu à la question qui a été posée précédemment. Il y avait une clarté stratégique par rapport à l'impact qu'il veut avoir et aux meilleures façons d'y arriver. Enfin, c'est pas inattendu que quand il est arrivé une crise, il a su quoi faire. C'est qu'il l'avait déjà réfléchi. Il n'est pas allé faire autre chose que ce qu'il aurait fait autrement. Il a juste comme un peu mis le pied sur l'accélérateur. Puis c'est quelqu'un qui travaille beaucoup de façon écosystémique. Donc, rapidement, c'est pas quelqu'un qui est parti tout seul. C'est quelqu'un qui a pris le téléphone, qui a parlé à la centrale, qui a parlé au chef, qui a parlé à ses commanditaires, puis qui a aussi co-créé cette démarche-là en collaboration. Donc, je pense que ce côté-là, d'abord et avant tout, très bien connaître justement sa stratégie, l'impact qu'on va avoir, puis l'enjeu, pour après ça être capable justement de faire de la pédagogie, puis en parler, puis être tout à fait transparent sur qu'est-ce qui manque à ce moment-ci, puis après ça, aller. Je pense que c'est aussi important dans le sens où, oui, les entreprises vont revoir leur façon de faire, mais les organisations lucratives ont aussi une nécessité de faire la pédagogie et d'expliquer les bonnes façons de faire pour avoir de l'impact. Pour moi, ça, c'est une relation. Fait que je trouve que Jean-François, dans ce cas-ci, l'a très bien fait. Puis pas simplement, comme je disais tantôt, dans le but de répondre à des besoins criants, mais aussi de mettre en place des mécanismes pour justement, au niveau de la sécurité alimentaire, amener les gens à cuisiner, etc., puis pas réfléchir au gaspillage alimentaire. Donc, c'est vraiment un 360. Fait que c'est pas nouveau, la tablée des chefs, mais on a vu comment tout ça qui était en place, ça a permis dans la situation de crise. Demain matin, il s'est retourné sur un 10 puis le lendemain, c'est parti. Donc, voilà. Merci, Christian. Je dois te couper. J'essaierai de le faire avec douceur. Merci. Merci beaucoup à vous trois pour votre contribution et vos exemples.
Parfait. Ben, écoutez, c'est vraiment, je tiens à vous remercier. Mélanie, un énorme merci. Karine, un énorme merci. Ariane, un énorme merci. Christian, un énorme merci. Vraiment, je trouve que ça a été une discussion vraiment super enrichissante et passionnante. Moi, j'aurais continué comme ça encore un petit peu. Mais en tout cas, je tiens aussi à faire un merci spécial à Frédéric, qui est cofondateur de MR63, avec qui on a eu une discussion passionnante sur le sujet. Donc, je sais qu'il était sur la conférence, donc je fais un petit coucou. Et juste pour vous rappeler que le 9 août, la prochaine conférence, ce sera sur les événements virtuels et l'impact sur la commandite. Donc, n'hésitez pas à vous tenir au courant sur le LinkedIn du CCC, du Conseil canadien sur la commandite. Et en tout cas, écoutez, un énorme merci encore une fois à nos invités. Merci à tout le monde. Puis je vous souhaite un très, très bel été et on se revoit bientôt. Donc, merci beaucoup. Une très belle journée à vous. Merci. Bonne journée.